Voilà. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir avec moi pour cet entretien Michel Dejean et Catherine Gangloff. Voilà. Donc, entretien au sein de leur exposition, exposition qui était intitulée Couple. Donc, un travail qu'ils ont fait, un travail à plusieurs mains. Alors, quelquefois un travail à 4 mains, parce qu'il y a un mur, le mur principal de cette exposition, qui est un travail à 4 mains, donc ils ont réalisé ensemble. Et puis après, les 2 autres murs, comme cette galerie a 3 murs, les 2 autres murs sont des travaux individuels, mais sur la notion de couple. Voilà comment a été construite l'exposition. Et c'est suite à ma rencontre avec Catherine et Michel, je leur ai proposé d'exposer, d'avoir une carte blanche effectivement sur la galerie qu'ils connaissaient puisqu'ils avaient par ailleurs exposé il y a plus d'une vingtaine d'années. Et donc voilà, et c'est eux qui ont choisi ce thème du couple. Alors on va dialoguer autour de ce thème, mais on va aussi dialoguer autour de... J'aimerais bien qu'on connaisse un petit peu votre parcours, c'est toujours intéressant de connaître les parcours. J'aimerais bien qu'on parle de la question de l'abstraction. Enfin, j'ai un petit ensemble de questions comme ça pour aller un peu plus loin dans votre démarche et comprendre votre travail qui vous anime depuis fort longtemps, donc, et qui continue à vous animer, parce que vous continuez à exposer, vous continuez à produire des choses, à provoquer des rencontres, à provoquer des expositions, à construire des livres d'artistes. Je viens d'en faire un là chez Michel. Donc voilà, donc vous êtes dans ce domaine-là très actif, et je crois que vous avez été aussi actif sur Strasbourg à un moment, dans des associations, voilà, qui faisaient la promotion de l'art contemporain. Voilà. Donc, alors peut-être un petit peu votre parcours. On va peut-être commencer comme ça. D'où vous venez? Comment est-ce que vous avez des formations spécifiques? Et quel est votre rapport avec les arts plastiques? On démarre par toi. Allez, vas-y, c'est bon. Ouais, ça va marcher. Bien, bonsoir à tout le monde. Voilà, je pense que vous m'entendez là. Ok. J'ai un parcours effectivement qui m'a permis d'avancer et d'ouvrir des portes différentes. Parce qu'au départ, j'avais un frère qui voulait être kiné, qui a fait un concours et qui voulait absolument que je sois avec lui. Donc j'ai en quelque sorte inconsciemment pas réussi le concours parce que j'avais d'autres idées plus littéraires que de faire une activité dans le milieu médical. Et donc j'ai petit à petit pris, même déjà au niveau du lycée, c'était déjà difficile d'avoir des cours de dessin à l'époque, hein. Donc il y avait des ateliers et j'étais inscrite dans les ateliers, dans les dernières classes, voilà. Et puis au moment du choix d'études, pour moi c'était évident, j'avais une envie de théâtre, une envie de musique, une envie de peinture, et donc je me suis renseignée, je suis allée partout. J'ai essayé de contacter même des étudiants pour savoir. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il allait y avoir vraiment une option qui existait dans l'année où je me suis renseignée, qui s'appelait l'option art plastique à l'université de Strasbourg. Et donc, elle existait, mais il y avait très très peu d'étudiants. J'ai pu en rencontrer et je me suis inscrite. J'ai été prise. Voilà, ça devait être. Et pour moi, ça a toujours été une évidence. Ce petit parcours-là, c'est quand même un petit chemin. J'étais encore toute jeune. Et je pense que ce petit parcours-là de découverte et de questionnement, je l'ai fait en ayant envie que ça se passe comme ça. Voilà. Donc pour moi, ça a été une réussite. Et puis, de fil en aiguille, alors que je pensais jamais être prof, j'ai eu pourtant une grand-mère qui était institutrice. Et je m'étais toujours dit, non, j'irai jamais enseigner. Petit à petit, oui, ça s'est passé parce que j'ai eu des enseignants formidables. Aussi bien dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'égyptologie, de l'archéologie, donc les théories artistiques,
mais aussi dans la pratique artistique, et notamment une personne qui m'a beaucoup aidée, c'est Bernadette Bourg, à l'époque, et qui a compris que quelque chose existait, mais que je n'osais pas le révéler. Et c'est elle qui m'a dit, mais toi, tu dois continuer comme ça. Voilà. La peinture. Et surtout, elle m'a initiée. J'étais déjà un petit peu informée, mais beaucoup initiée à l'art abstrait, puisqu'elle-même pratiquait une peinture qui était sous forme d'une écriture abstraite. Voilà. Et à l'époque, c'était l'abstraction, c'était quand même, il fallait faire accepter l'abstraction, parce que là, on est dans les années quoi, 75. Là, j'ai plus fait des cours de perspective et de construction graphique ou sur la nature que, effectivement, parce que les cours étaient très, très marqués. Mais c'était la deuxième année où cette formation a existé à la fac de Strasbourg. Donc, je pense que ça a joué aussi dans l'enseignement qui, du coup, m'a possédée par la suite aussi, puisque j'ai été enseignante. Et j'ai ouvert l'option Histoire des Arts au lycée Fustel de Coulanges. Donc, là aussi, quelque chose de nouveau, où j'ai à la fois enseigné les arts plastiques, mais initié aux arts de la danse, fait appel à des intervenants dans le domaine de l'art théâtral, une prof de musique de Strasbourg, Catherine Weber, enseignait à ses élèves. Et du coup, on a fait des groupes, en quelque sorte, les volontaires qui venaient de différentes options et qui ont été initiés aux différentes formes artistiques dont je viens d'évoquer la chose. Voilà. On va peut-être passer la parole à... Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, la base de tout ce que je fais depuis. Voilà. Donc oui, à Michel, donc comment tu es arrivé toi aux arts plastiques, oui. Alors, moi j'ai un parcours atypique. Je viens d'abord du sud-ouest, de Toulouse, à côté de Toulouse. Donc j'ai fait mes études à Toulouse, à l'université scientifique, et je suis allé jusqu'à faire un doctorat sur les fourmis. Mais en même temps, j'allais toujours au cours du soir. Et au cours du soir, aux Beaux-Arts de Toulouse. Pour le plaisir, quoi, et pour apprendre. Et puis, nous, on n'apprend pas trop, mais on l'a déjà. Et en fait, j'ai toujours fait de la peinture. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma première expo dans un petit centre d'art. Voilà. Et depuis l'âge de 16 ans, ça fait déjà un bail, j'ai toujours pratiqué et j'ai toujours exposé un peu partout, quoi, pour le plaisir. Et ma vie, c'est la peinture. J'ai donc enseigné aussi, donc à Strasbourg, dans le domaine de la technologie, parce qu'en biologie, il n'y avait pas de poste quand je suis arrivé à Strasbourg. Donc j'ai fait un stage d'une année sur l'informatique et puis j'ai enseigné l'informatique. Mais c'est pas grave, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir continuer ma peinture. Et ma sculpture un tout petit peu, parce qu'en fait, j'ai fait Récemment, on a fait des sculptures monumentales pour la région, pour des mécènes, quoi. Mais c'est quand même la peinture, surtout. Et j'ai toujours été abstrait, pratiquement. Voilà. Sauf mes premières années. Ma première expo, c'était quand même de la figuration, mais très, très spéciale, quoi. Donc on va y revenir. Et donc, et votre rencontre, vous vous êtes rencontrés à Strasbourg? Voilà, alors on s'est rencontrés à Strasbourg. Quand je suis venu j'ai fait au Maroc ma coopération, à la place de faire l'armée dans une caserne. J'ai fait 2 ans en coopération au Maroc, comme enseignant. Et au retour, après, je suis venu à Strasbourg, volontairement, parce que j'aime beaucoup cette ville, que je ne connaissais pas. Je l'ai visitée pendant l'été. J'ai fait une demande à Strasbourg, une demande à La Rochelle, parce que j'aimais les bateaux, et une demande à Bordeaux, parce que c'était ma région. Et je n'avais pas de poste à l'entrée, donc je suis venu ici, je me suis installé. Je suis allé pleurer au rectorat, et on m'a donné un poste, justement. J'ai changé de matière, et j'ai eu un poste quelques mois après à Bordeaux. Et puis finalement, je suis resté ici. J'ai abandonné l'idée de revenir à la biologie,
Et j'ai continué ici à l'informatique. Voilà. Le parcours. Voilà le parcours, d'accord. Alors maintenant, on va peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le domaine artistique, parce que tous les deux, vous venez de parler tout de suite de l'abstraction. On disait que c'était pas évident, effectivement, l'abstraction dans les années 70, c'est pas encore accepté, c'était pas aussi simple que ça. Alors pourquoi le choix de l'abstraction? Parce que l'abstraction, c'est quand même... moi, pour être peintre aussi abstrait, voilà. L'abstraction, c'est quand même un choix, c'est quasiment un choix philosophique, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi un choix de relation aussi particulière avec le langage peinture. Oui. Ouais. Mais dans mon esprit, je pense que la figuration, pour moi, c'est pas à part dans le passé, bien sûr, mais personnellement, je suis proche de la nature. J'adore la nature, j'adore les corps humains, etc. Et je pense que la nature et les vrais corps humains sont quand même beaucoup mieux que la peinture, que d'essayer de les reproduire. Que la représentation. La représentation, ouais. La reproduction de ce que j'aime, pour moi, elle n'était pas nécessaire. Et voilà. C'est pour ça que je n'ai jamais adhéré à reproduire des... Alors, d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que l'abstraction, il y a des choix aussi. Et moi, je suis plutôt minimaliste. Et à l'origine, ce qui m'a aidé, c'est de voir des Mondrian, par exemple. Voilà, des peintures très, très nouvelles, constructivistes, oui. Tout le constructivisme. Et puis, après Rothko, bien sûr, oui. Tout ça, c'est spirituel. C'est une peinture spirituelle. Et encore une peinture plus spirituelle pour moi, qui est au bout, c'est Robert Riemann, qui vient de décéder il y a 2 ans, qui n'a peint que du blanc sur blanc. Mais quand on regarde bien sa peinture, toute sa vie, il a travaillé le blanc, mais d'une façon très spéciale. Et donc sur tous les supports possibles et imaginables, avec toutes les façons de peindre différemment. Et donc, c'est une peinture quand même très spirituelle, quoi. Un peu Rothko aussi, c'est une peinture spirituelle. Oui. Ouais. Par contre, tu as quand même une c'est ce qui moi me touche. Tu as quand même une dimension dans cette forme d'abstraction qui est la dimension de la répétition. Donc, une peinture répétitive, parce que dans les abstractions, exactement. Vous savez bien qu'il y a des abstractions très différentes, de l'abstraction lyrique à l'abstraction froide. Mondrian va peut-être dire comme de l'abstraction froide, mais là, on n'est pas sur une abstraction froide. Et on a une dimension répétitive. Donc, c'est presque... il y a une dimension spirituelle, mais aussi presque l'invention d'une écriture. Exactement, oui. Cette écriture est quand même basée sur ma réflexion sur la nature humaine et la nature physique. Si on regarde bien, nous sommes, faits de quelques milliards de cellules qui sont ajustées les unes à côté des autres. Si on regarde bien la nature, tous les arbres, etc., reproduisent eux-mêmes la même feuille. Exactement. Et nous-mêmes, tous les jours, quand vous vous levez le matin et quand vous vous couchez le soir, le lendemain, vous refaites la même chose. C'est-à-dire les mêmes gestes. On se lève, on se douche ou pas, on déjeune et on travaille, etc. Et notre vie est réglée par la nature d'une façon répétitive. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Et ça me fascine quelque part. Et c'est pour ça que tu en fais ton écriture. Alors, répétitive, mais alors tu utilises en plus un cercle. Voilà. Alors, le cercle, c'est quand même pas n'importe quelle forme. C'est quand même une forme... qui se boucle. Qui se boucle, effectivement. Sans début, sans fin. Et voilà. Mais nos cellules sont des cercles. Oui. Notre vie est un cercle. Et moi, j'aime beaucoup les Indiens d'Amérique du Nord.
on a étudié une tribu, on est en rapport avec une tribu, les Hopis. Oui, et tous les textes, textes des Indiens se rapportent au cercle. Leur vie, c'est le cercle. Et l'esprit, pour eux, c'est le cercle aussi. C'est-à-dire que quand on enterre un mort, le mort ne meurt pas. L'esprit est toujours là. Ouais. Donc, la tribu continue. Et la tribu, c'est le cercle pour eux. C'est sans fin. C'est sans fin. Ouais, ouais. Le cosmos, c'est un cercle sans fin. Oui, sans fin. Ouais. On n'en connaît pas l'origine, mais c'est toujours de la répétition. C'est toujours de la répétition. Ouais. Donc, tout ça, ma base de réflexion est un peu basée sur ça. D'accord. Alors, c'est vrai que du coup, moi je ne suis Catherine, pas du tout dans le même esprit. Ouais, même si vous êtes dans le même atelier, tu n'es pas du tout dans le même esprit. Non. Mais c'est une autre approche de l'abstraction aussi. Absolument. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai été influencée par mes professeurs et puis par l'histoire de l'art concernant l'abstraction. Il y a quelques artistes qui ont vraiment pour moi été essentiels. Et s'il y en a qu'un, je veux absolument parler de lui parce qu'il est toujours là. Je lui ai encore écrit là pour le Nouvel An et il m'a répondu. C'est Claude Viala qui fait partie du groupe Support Surface. Et donc, cette peinture, je l'ai complètement prise en compte. J'ai été fascinée par certains rapports à la surface, aux matériaux, oui, aux supports, aux outils, tout simplement. Au-delà de ce que ça peut laisser comme trace, qu'on peut reconnaître ou non dans la réalité, c'était le hasard tout d'un coup de tomber dans mes affaires sur un petit bout de tissu. Oui, parce que Viala, c'est beaucoup de tissus, quoi. Est-ce que tout le monde voit un peu les images de Viala, des grands tissus avec des impressions répétitives, des empreintes d'une même forme. Voilà. Donc on dit toujours la forme de l'éponge. C'est la répétition. Mais c'est la répétition. C'est peut-être pour ça que quelque part on s'est bien croisés et qu'on avait des choses à se raconter. Parce que quand j'ai connu Michel, il faisait partie d'un groupe d'artistes dont le président était un copain de fac à moi. On a fait toutes nos études ensemble. Donc forcément, j'y allais de temps en temps, j'allais voir des expos, et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Voilà. C'est comme ça qu'on a cette pièce derrière nous, là, en tissu, où on retrouve une pièce très ancienne. J'ai récupéré, je fouillais un peu, aussi bien la mansarde chez mes parents que ensuite, il y a même des amis qui m'ont donné des choses en me disant « Tiens, j'ai des chutes de tissu, si ça t'intéresse, allez, je te donne ça. » Les petites valises aussi, ça a compté parce que j'ai notamment 2 amis qui m'avaient mis des choses dans des petites valisettes. Et au bout d'un moment, à la maison, j'avais des valises avec chaque fois des choses différentes que je mettais dedans. Puis après, ça a disparu, c'est devenu un grand vrac. Et le vrac m'a aidée, c'est-à-dire que j'ai osé ne plus ranger, ne plus ordonner. Parce qu'au départ, les grands textiles que j'utilisais, qui étaient des textiles anciens, c'est vraiment des vieilles têtes d'oreiller, je les peignais avec une brosse au sol. Donc j'étais dessus. J'étais vraiment... Je balayais la peinture comme sur un espace que je créais moi-même, en quelque sorte. En tout cas, que je colorais. Et un jour, il m'est venu l'idée d'amener une lumière. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire sortir quelque chose de CT. C'est la raison pour laquelle il y a eu des petites sorties de tissu, où les petits nœuds, parfois que j'avais décousus, que j'ai recousus, pour mettre un petit lien. Du coup, le châssis a été aussi une façon d'affirmer la monstration de quelque chose qui existait, sur lequel je suis intervenue. Et puis est venue la lumière. À un moment donné, il y a eu un rayon de lumière qui est arrivé. Et ça explique les nuances qui existent à l'intérieur même de la même surface colorée. Voilà. Et c'est venu de plus en plus. Et à force d'amener des petites choses comme ça, il y a plein de fragments qui sont venus. Et je jouais avec les fragments. Et je suis arrivée au collage. Et puis, ça a été une évidence. Oui.
Donc des alors, collages... parce que tu parles du lien, c'est vraiment cette question du lien qui est intéressante. Le lien a été un départ très très important. Parce qu'après on le retrouve dans ton travail, c'est-à-dire le lien, c'est la rencontre quelquefois improbable entre deux éléments, entre deux matières et tout ça. Et toi, ton travail, c'est vraiment de créer ces liens. Oui, parce que j'ai un réel vécu. Quand il y a deux choses qui tout d'un coup viennent ensemble et qu'on voit, on sait qu'il y a quelque chose à dire là, en tout cas que j'ai envie de dire et que j'essaye d'exprimer, ça peut être une rencontre comme un couple, mais ça peut être aussi une rencontre comme deux opposés, comme deux très différents. Et c'est vrai que le deux a joué un grand rôle dans mon travail. C'était une surface, une couleur. C'était un collage avec un élément ou deux éléments qui dialoguent. Voilà, donc petit à petit. Et avec le bois, ça a été pareil. J'ai eu la chance, on a habité dans une maison, dans un village, en quittant Strasbourg. Et j'ai appris un jour que le menuisier laissait fouiller dans sa poubelle, on pouvait aller récupérer des morceaux de bois. Ça a été magique. On est toujours amis, on est inséparables, on a fait des choses ensemble, des sculptures, c'est bon. Et la rencontre de deux morceaux, j'en ai encore fait quelque chose parce qu'on était le voir la semaine dernière. J'ai récupéré deux morceaux, ils sont sur mon bureau, j'ai mis un bout de scotch derrière, ça y est, c'est parti, je vais y travailler demain. D'accord. Oui, alors, je crois que j'ai lu sur votre site, sur la question du lien, tu parlais, et je trouvais que c'était vraiment, tu parlais d'un objet qu'on a ici, qu'on a chez les Celtes ici, tu parlais de la fibule. Et effectivement, alors je trouvais que ça correspondait très très bien à ton travail, à cette idée de comment d'assembler des choses, et que cet objet-là assemble d'autres choses, assemble deux morceaux de tissu, et c'est quelque chose et j'avais pas du tout pensé à ça. Je dis, mais voilà. Oui, en imaginant un peu tes sculptures et tout ça, je dis, là on a un élément décoratif d'il y a 2000 ans, et même plus quelquefois, parce qu'elle est plus ancienne, mais qui sont vraiment la symbolique du lien. Absolument, quoi. Et c'est de temps en temps aussi des mots qui me parlent. Le lien, la rencontre, le duo. Du coup, forcément, à un moment donné, le couple, j'y ai pensé, mais ça pouvait être complètement abstrait aussi. Donc, le lien, c'est à la fois quelque chose qui peut être très sentimental, c'est quelque chose qui peut être assez terrible, parce que ça peut être quelque chose qui enferme. Et comment utiliser un lien pour qu'il n'enferme plus, pour qu'il ouvre, et pour qu'on puisse avoir un regard positif en le regardant. Voilà. Donc c'est aussi la création d'un langage, d'un vocabulaire, oui. D'un langage, oui. D'une approche. Dont j'ai pas toujours conscience, hein. Je le vis. Oui, alors c'est ça. J'ai pas envie de décliner une théorie. Voilà, c'est ça, oui, oui. C'est de plus en plus spontané. Voilà. Et plus ça va, plus c'est spontané. C'est-à-dire que dès que tu vois les choses, ou des choses qui t'intéressent, tout de suite, tu es en train de mettre en place des relations, et le fait de les mettre en relation crée encore d'autres, te font rebondir et imaginer d'autres liens. Et puis un dialogue personnel. Oui, Je me parle, je me rappelle des choses, je retrouve aussi des liens avec d'autres artistes. On dit, tiens, ça me fait penser à un tel. Et donc ça m'ouvre complètement ma création à quelque chose de spirituel et puis de rappel de souvenirs. Oui, parce que c'est vraiment la question des liens. Et effectivement, dans le travail, et c'est peut-être ça qui est difficile quelquefois d'expliquer aussi à des élèves, et tout ça, que le travail, on modifie quelque chose, mais quand on modifie quelque chose par assemblage, par lien, par travail en répétition, on travaille sur l'objet, mais on est en train de travailler sur soi. Donc on se modifie aussi. Et donc plus on affine les choses, plus on affine notre rapport à notre moi, à nous. Et en même temps, il faut accepter les erreurs. Voilà. Parce que l'arrachage, ça m'intéresse beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, même en étant allé chez le menuisier, il y avait des chutes, des choses qui étaient abîmées.
Donc tu ne vas pas forcément vers les choses les plus esthétiques. Pas forcément, non. Ouais. Et je peux moi-même aussi jouer de quelque chose où bon, je me suis dit non, c'est pas bon, allez, je l'enlève, je l'arrache. Et en fait, au moment où j'ai séparé, je retrouve une autre idée pour renouer des liens. Voilà, ou un lien. Oui, c'est-à-dire que Cathy n'est jamais sûre d'elle, tout à fait. Ça, c'est vrai. Donc il y a des toiles qu'elle a fait, des travaux qu'elle a fait il y a 1 an, même 2 ans, qu'elle reprend là. Oui, c'est ça. Oui, oui. Elle les recasse quelque part. C'est un retour. Elle garde une partie et elle refait autre chose avec les parties. C'est toujours la question du chaos, quoi. Oui, et effectivement, puis, revenir au chaos. Et il y a quand même pas mal d'artistes qui parlent de ce chaos un peu qui est aussi un peu comme le chaos originel, quoi, quelque part. Et donc revenir au chaos, reprovoquer le chaos pour pouvoir reconstruire et recréer du lien. Mais ça m'a permis peut-être aussi d'accepter des erreurs ou des choses qui ne me correspondent pas, de me prendre conscience de certaines choses en me disant non, ça c'est pas toi, c'est voilà. Et du coup, je ne jette pas, je reprends. Ah oui. Je ne détruis pas en fait. Tout à fait. Puisque tu reprends. Très très rare. Oui. Et ça pour moi c'est important. Parce que du coup, c'est pas quelque chose où il y a un moins ou quelque chose qu'on détruit, mais c'est quelque chose qui sert à construire ou à refaire autrement. Pas mieux, j'en sais rien. Il y a des fois où je me dis oh, j'aurais peut-être dû laisser comme c'était avant. Non, c'est comme ça. J'ai eu envie. Le moment a fait que j'allais vers un autre regard et un autre souhait de rencontre entre les éléments. Alors, Michel, toi, quand tu es dans l'abstraction, et puis quand tu es... Mon travail n'a rien à voir. Oui, mais avec c'est un autre type, c'est un autre type de lien. Disons, en ce moment, je fais des toiles qui font 1,50 m au carré. Je mets 2 mois pour, 2-3 mois pour commencer à travailler dessus après. Donc il ne faut pas que je me trompe. Je me dis ça. Oui. Mais on se trompe toujours un peu. Mais donc je réfléchis beaucoup avant de commencer. Et je sais, dès que je sais ce que je veux faire, ou je suis presque sûr de savoir ce que je veux faire, je commence. Mais c'est pas un travail comme ça, aléatoire. Oui, spontané. C'est un travail réfléchi au départ. Toujours. Voilà. Par contre... Et puis, mon écriture, c'est le plaisir, c'est très zen, quelque part. Oui, c'est surtout ça. Parce qu'il y a des gens qui, voyant par exemple les 2 pièces, là, ouais, ok, quoi. Bon, alors il fait des ronds, hein, il fait des cercles, comme ça. Il y a quand même beaucoup de cercles. Alors, ils ne sont pas tous dans le même sens, quelquefois. On voit des choses un peu différentes et de ça. Mais il y a, pour certaines personnes, ça peut être complètement incompréhensible. La démarche complètement incompréhensible de dire, attends, il va mettre 2 mois, 3 mois à faire des cercles sur son morceau de lin, là, comme ça. Alors, justement, comment tu expliques? Alors, j'ai, depuis 15 ans, j'ai toujours le même pinceau, un petit pinceau de 2 mm. Bon, j'en achète d'autres, mais ça s'use. 2 mm, un petit pinceau plat. Et donc, mes cercles sont toujours pratiquement de la même dimension, quel que soit le support. Même si je travaille sur des petites tôles, ça m'intéresse beaucoup parce que le support est rigide, ou alors sur des grandes toiles, ou sur du bois, comme là-bas. Je change les supports. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et puis, l'idée, quand même, c'est le matin, on se met au travail, il faut être concentré. Il y a des jours où on ne peut pas le faire. Il y a des jours où je ne travaille pas. Et il y a des jours, à l'époque, je travaillais du matin au soir sans arrêt. Maintenant, je ne peux plus, c'est trop fatigant pour le dos aussi. Parce que je travaille à plat sur une grande table. Donc, je suis plié en 2 quand j'arrive au milieu de la toile. Et donc 1,50 m, c'est le maximum. Parce que au-delà, je ne peux plus. Oui, c'est ça. Et disons que c'est physique, mais c'est mental aussi. On commence,
Et c'est vraiment un plaisir de faire. On ne peut pas l'expliquer. C'est toujours le même petit gobelet blanc. J'utilise de la peinture blanche, en principe ou noire, parfois de couleur, mais rarement. Donc je fais ma peinture à mesure. C'est-à-dire que j'ai un petit pot de yaourt, je fais 1 centimètre au fond du pot de yaourt, je fabrique ma peinture. Et ce qui m'intéresse, c'est que, si vous regardez bien, c'est que quand j'ai fini 5-6 lignes sur 1,50 m, je refais de la peinture. Elle va être et elle est différente. Voilà. Oui. Alors j'utilise des fois 2 ou 3 pigments blancs différents, mais en même temps, ce qui me permet de souffler quelque part et de me reconcentrer. Parce qu'il faut être vraiment concentré pour faire ces lignes, parce que sinon on fait des gros, des petits, on dévie. Alors pour être droit, je trace rien avant. C'est vraiment comme une ligne d'écriture. Alors pourquoi je fais ça? Quelqu'un m'a dit, mais c'est très bizarre, parce que moi je suis un peu nerveux, je suis pas instable, un peu instable. Et ça me calme. Ah oui. Tu fais pas très nerveux, pas instable. Mais aussi ça me rappelle quelque chose de mon enfance. Quand j'avais 9 ans, j'étais en CM2, et j'ai eu une année, j'avais un instituteur très difficile. J'ai passé une année très malheureuse, parce que j'avais des punitions tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Donc j'ai fait cette année-là des milliers de lignes. Des copies. Des milliers de lignes. Oh, c'est terrible. C'était terrible. Et je me dis que maintenant je me venge. C'est peut-être, voilà. Maintenant j'y prends plaisir. Avant c'était douloureux. Oui. Parce qu'en fait, j'avais fait mes punitions, j'arrivais le lendemain, mais j'avais pas appris mes leçons. Donc fait mes devoirs. J'avais fait que mes punitions. Alors, bon, à la fin de l'année, mes parents ont mis le haut là parce que ça allait mal, quoi. Mais je me rappelle cette période douloureuse. C'est une vraie souffrance, quoi. Douloureuse. Et parce que j'ai fait beaucoup de lignes. Je continue de faire des lignes d'une autre façon. Alors, oui. Alors, en termes d'énergie, et en fin de compte, parce que c'est un peu la question sur des œuvres vraiment complètement abstraites comme ça, effectivement, on perçoit une forme d'énergie qui est là, et je crois que tu dis que l'énergie déposée dans chaque cercle, voilà. C'est une part de mon énergie. De ton énergie qui est, voilà. Et là, on a un ensemble complet. C'est ça. Et c'est ça qui fait la force et la beauté en même temps, et aussi la richesse. Mon idée, c'est que l'énergie que je donne, je la perds, mais elle reste dans la toile. Moi, je dirais qu'il y a une authenticité de son écriture. Parce qu'effectivement, il ne travaille pas, cette énergie. Elle est là, naturelle. Oui, c'est très naturel. Et en fonction du moment, il y a des fois où on sent que ça a été un peu plus rapide, un peu plus appuyé. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. On le sent, plus clair, plus foncé, plus serré, plus lâche. Mais j'essaie de me tenir à mon écriture, personnelle. Et chaque cercle, pour moi, c'est une entité, c'est une vie. Pourquoi le cercle? Oui, comme une cellule, comme on disait. Voilà, c'est une cellule, et puis c'est la nature, le cercle zen. Voilà. Et en même temps, si on regarde bien, chaque cercle côte à côte est différent. Parce que quand vous écrivez, ou quand vous peignez, le cercle d'à côté n'est pas le même. Et je me dis que ça, c'est l'humanité. On est tous différents sur Terre. Ah oui, tous pareils, tous différents. Là aussi, quelque part. Oui, c'est vrai. Alors, tu es aussi, par rapport, par exemple, à ces 2 pièces-là, ou les pièces qui sont là-bas, tu es aussi très attentif au support. Parce que, par exemple, les 2 pièces-là, tu vas nous expliquer d'où vient ce support en lin, et est-ce que l'énergie du support accompagne
ton énergie, quelle relation il y a entre l'énergie du support et ton énergie que par exemple, ces 2 grandes toiles de lin, j'en ai encore 2 autres qui étaient plus petites. C'est des toiles que quand j'étais à la campagne, étant tout jeune, et ça servait à couvrir les chevaux quand ils avaient travaillé. Les chevaux y suaient et on mettait ces toiles de lin dessus. C'est presque rien. Elles sont très très fines. Et j'en ai pas retrouvé d'autres aussi fines que ça, quoi. Et donc c'est précieux pour moi. Mais voilà, et après il y a le support bois qui est très différent. Chaque support amène l'écriture est la même, mais le rendu, le travail est complètement différent. Alors bien sûr la céramique, bon, je me suis amusé à faire des lignes de céramique noires et blanches pour faire une unité, mais en même temps les céramiques, c'est la longueur de mes toiles. Je fais toujours des toiles carrées. Ça, c'est exceptionnel. D'accord. Parce que les toiles étaient là. Mais toutes les toiles que j'ai, là, en ce moment, je fais des toiles de 1,50 m au carré. Au carré, oui. Toujours le support carré et le travail cercle. Oui, le cercle dans le carré, enfin, c'est voilà. toujours le... Et voilà. Tendu sur châssis. Et tendu sur châssis. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tu les peins à plat, oui. tu les tends après, quoi, c'est ça. Oui, voilà. Parce que tu les peins sur ta table, et voilà. Voilà. Et en ce moment, depuis 3 ans, presque 2 ans et demi, je suis en train de faire une série, une suite, qui j'espère va rester ensemble. Je suis en train de faire 14 toiles, 7 blanches et 7 noires. Les 7 blanches sont très légèrement différentes parce que avant de commencer mes cercles blancs, mon écriture blanche, derrière je mets une légère couleur travaillée sur le support. Donc les supports ne sont pas blancs au départ, ils sont légèrement différents. Donc j'ai 7 grandes toiles qui sont terminées, blanches, et là je fais 7 grandes toiles noires, mais le fond derrière n'est pas noir, il est un peu rouge, un peu vert, etc. Donc les 7 toiles noires seront différentes. Et mon souhait, c'est de mettre dans un espace circulaire la moitié des toiles blanches et la moitié des toiles blanches. Ça, c'est le but final. Pour faire un espace zen où on peut se poser et se poser d'un côté vers la lumière ou vers la nuit. Mais est-ce que le noir, c'est la nuit? Pour moi, non. Mais bon, ça dépend de l'esprit de chacun, quoi. Mais cet esprit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la chapelle Rothko, hein, aux États-Unis. Et il a peint des grandes toiles dans une chapelle contemporaine. C'est pas religieux. Mais quand vous rentrez là, c'est à Houston, au Texas. J'avais 25 ans, j'ai vu ça, donc ça m'a marqué toujours. Et c'est un lieu de peinture. Mais c'est un lieu de méditation, quoi. Voilà. Ça s'appelle la chapelle Rothko, parce que ça a une forme de chapelle, et ce n'est pas du tout religieux. La religion, c'est la peinture, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et j'aimerais créer un lieu où la religion soit ma religion, soit la peinture. Soit ta peinture. Voilà, alors c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur un questionnement, et là la question je la pose à tous les deux, c'est votre relation à l'architecture. Parce que vous avez aussi une relation particulière à l'architecture, et voilà, oui. Alors. Oui. Récemment, on nous a demandé. Enfin, moi, j'avais déjà fait quelques sculptures, notamment pour la région, des grands bronzes là au bord de la route dans un village. Et après, on a travaillé tous les deux dans ce qu'on appelle l'Industrie Magnifique. C'est une association à Strasbourg. Ça, c'est super. Une association d'industriels, des mécènes qui ont des entreprises, des grosses entreprises ou des petites. Et ces industriels, avec cette organisation, ont demandé à des artistes de faire une sculpture et en rapport avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait, Cathy et moi, on a fait 2 fois.
On a fait une sculpture dans une entreprise. L'entreprise a payé la sculpture, a payé l'artiste et a surtout a montré dans la ville de Strasbourg. Il y a eu 2 fois 30 sculptures exposées avec des conférences, etc. pendant 10 jours. Hein. Et c'était très... Il y avait 300 000 personnes qui ont visité ces sculptures. Et donc chaque artiste avait un mécène différent. Et on a travaillé avec les ouvriers dans l'entreprise et tout ça. Alors moi j'ai travaillé une première fois avec quelqu'un qui fait du métal. J'ai fait une grande sculpture de 6 mètres qui est toujours devant un centre culturel maintenant du village. Ils l'ont donné au village. Et la deuxième c'était avec un marbrier. J'ai fait une installation avec des blocs de marbre, enfin travaillé quoi. Et c'est eux qui ont travaillé, moi j'ai donné les idées parce que travailler les... Voilà. Et ça c'est devant la mairie de Oberhausbergen, dans un village aussi. Et Cathy a fait pareil. Du coup, j'ai parlé tout à l'heure de la menuiserie Monchin et j'ai travaillé donc 2 fois avec eux. Une première fois où on a associé des plaques de métal colorées à des structures en bois, et la deuxième fois où c'est totalement avec de la résine. Voilà. Donc du coup, là aussi, ce sont des éléments qui sont des éléments proposés par morceaux superposés qui animent l'espace sous forme d'assemblage. Voilà. Donc, ça, c'est les choses plus récentes. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il y a de plus récent. Et du coup, je parlais tout à l'heure de la menuiserie à cause des matériaux. Là, Michel évoque le support de la toile tout à l'heure. On a fait quelques objets et même sculptures au moment de se connaître, parce que je faisais partie d'une association qui travaillait le volume. Et donc c'est vrai qu'on a même fait des sculptures en bronze, petit format, voilà, qui sont toujours dans nos ateliers et qui sont vraiment le départ, on va dire, de notre rencontre et de nos échanges et de l'évidence d'être ensemble. Voilà. Alors Michel parlait de la gravure, parce que Michel m'a dit que vous avez acheté une presse. Absolument. Le premier, oui. La rencontre, c'est une presse. La rencontre, c'est la presse. C'est la presse. Oui, c'est-à-dire que comme je faisais partie de l'Estampes du Rhin et que je faisais de la gravure, Michel a été sensible aussi aux gravures et à ce domaine-là. Et un jour, on a une artiste qui avait une presse chez elle. Qui nous a proposé de travailler avec elle sur sa presse. Voilà, on est allé chez elle, travailler tous les deux, on savait... Voilà, on s'est rencontrés là, quoi. Oui, ça a été le lieu vraiment de rencontre. Et après, évident. On a fait des gravures qui sont là. C'est ça que je regardais. C'est des gravures où on est tous les deux. Tous les deux. Donc chacun notre plaque. Chacun sa plaque, oui. Ouais. Vous n'avez jamais gravé une plaque ensemble? Non. Ah non. Non, on a juste... C'est juste imposé. C'est pas une mauvaise idée. Chaque fois. Non, mais... Alors la plupart là, c'est du linoléum et ça a été fait, donc des assemblages, c'est des couples. Et c'est vrai que moi je travaillais beaucoup la surface à l'époque, donc comme pour les textiles. Donc là, les surfaces sont vraiment travaillées, pas sous forme d'aplat. Hein. Je ne refuse pas du tout les traces, au contraire. Pour moi, c'était important parce que ça signifiait aussi le temps mis en place. Et puis la nature tout simplement de la texture, hein, de l'encre, qui à certains moments est plus transparente par rapport au support, et du coup qu'on voit véritablement lorsque c'est passé sur papier. Alors que Michel était encore dans le dessin, avec l'écriture, les traces, les lignes, le textile qui existe là, hein, à travers la maille. Oui, parce que j'ai fait aussi avant du textile. Voilà. J'ai fait des tapisseries. Quand j'étais au Maroc. Ah oui, tu as fait de la tapisserie. Quand j'étais au Maroc, j'avais 2 métiers à tisser et que j'ai laissé après là-bas. Et c'était de quoi, du haut de lisse? Oui, du haut de lisse. Je faisais des dessins, j'avais même une dame qui m'aidait à travailler plus vite, quoi.
Ah oui. Mais après, j'ai arrêté au Mans, ici, en arrivant ici. Ouais. Mais contre, c'est intéressant parce que je trouve que le fait que tu dises que tu fait ta tapisserie, quand je vois comment tu fais tes cercles, voilà. c'est comme un langage, c'est un tissage quand même. C'est toujours tissé, quoi. Tout à fait. Et la trace, du coup, l'écriture existe aussi. Ouais, l'écriture, c'est la maille. De peinture ou de gravure. Ouais. Et donc, c'est là véritablement qu'on s'est rencontrés. C'était, et puis, il y a eu une évidence à partir du moment où on était sur la même presse, qu'on assistait au passage de papier. Voilà. On s'est pressé. Quand on sait qu'il y a 2 tonnes au centimètre carré, ouais, c'est très serré. C'est très serré. Très serré. Et après, on est restés ensemble, on a acheté une presse qu'on a toujours, j'ai vu l'atelier. D'ailleurs, au milieu de l'atelier, voilà. Parce que votre atelier, il y a deux parties, et la presse, elle est au milieu. Il y a 2 parties identiques au niveau de la surface, et le passage entre les deux, c'est la presse. Voilà. C'est là qu'on se rencontre véritablement. Et on a fait beaucoup d'ouvertures aux autres artistes. Oui. On a beaucoup prêté notre presse, on a fait des stages, on a aidé même des adultes qui sont venus. J'ai initié beaucoup de gens à la gravure par plaisir, de rencontrer des gens. C'est surtout ça qui est important. Et aussi, alors, est-ce que tu peux nous dire, vous pouvez nous dire, un petit mot sur justement la création des livres d'artistes, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui date depuis un certain temps. 20 ans. Et pourquoi ce travail et qu'est-ce que vous faites? Disons qu'au départ, on était dans une association. J'étais dans une association qui s'appelle Le Faisan, à Strasbourg, qui était connue. On était 7-8 artistes. Et on faisait comme ici. On avait une galerie. Il y avait des ateliers pour nous. Et la galerie, on gérait tout. On payait le local de notre poche. On n'a pratiquement jamais eu de subvention. Et on faisait une expo par mois, comme vous faites ici, pendant des années. Moi, j'ai fait 10 ans, là. Voilà. Et après, ça s'est arrêté, bien sûr, parce que on avait une presse. Et on avait une presse aussi. Voilà, on faisait aussi de la gravure, on a beaucoup fait pour les autres. Et à un moment donné, justement, c'est quand je me suis séparé de l'association, tout le monde, ça a éclaté un peu, et j'ai commencé à faire des livres d'artistes. Pour moi, quelques-uns, mais j'ai invité, à chaque fois que je faisais un livre, j'invitais des artistes. C'est-à-dire que tous mes artistes, ça fait depuis 2004, ça fait 20 ans, chaque livre, il y a au moins 2 artistes, et j'ai fait des livres avec 40 artistes, c'est-à-dire 20 plasticiens et 20 écrivains dans le même livre. Et voilà. Alors là, on vient de faire un livre que tu as fait tout seul. C'est assez rare. Assez rare. Je t'ai invité. Mais en général, il y a un écrivain et un plasticien. En général, il y a aussi parfois des boîtes avec un sculpteur et un écrivain. Un photographe, c'est plus rare, et un écrivain ou 2. Plusieurs écrivains. Ou alors plusieurs écrivains et un plasticien, ou l'inverse. Il y a eu aussi, on a fait 2 livres en alsacien. Je ne parle pas du tout l'alsacien, mais c'est une artiste qui avait envie d'inviter des poètes alsaciens actuels. Donc elle a invité 5 ou 6 écrivains. Et elle a fait des aquarelles, c'est très beau, c'est un très beau livre. En alsacien, et ça a été quand même traduit en français. Là, j'ai joué un petit rôle parce que Michel, ne connaissant pas du tout l'alsacien, mon grand-père a écrit des pièces de théâtre en alsacien. Donc je lui ai quand même fait comprendre. Elle m'a forcé la main pour faire. Il y avait peut-être quelque chose d'intéressant. Et puis qu'il y avait, quelque part, il y a aussi une musicalité. Et ça, c'est très important. Parce que ça accompagne aussi l'image. Voilà. Et le dernier livre, avant le tien, était très spécial. C'est Le bateau ivre de Rimbaud. Alors, ce bateau ivre de Rimbaud, c'est un texte très difficile.
Et il y a une association en Normandie qui fait des livres d'artistes aussi, qui m'ont appelé et m'ont dit, mais on a ce texte de Rimbaud, ils ont fait des livres et ils l'ont traduit en 10 langues différentes, catalan, plein de langues. Et il manquait l'alsacien. Elle m'a dit, mais tu peux pas essayer de trouver quelqu'un. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé quelqu'un qui est près de Mulhouse, qui est prof à la fac, et qui a écrit un dictionnaire alsacien. Il y a 4 alsaciens, paraît-il. Et alors il a accepté de traduire Rimbaud en alsacien. C'était un texte en plus excessivement difficile. Et donc j'ai fait un livre, on a fait un livre, Cathy a fait quelques dessins, et il y a le texte et en français et en alsacien. Voilà. Ça c'était juste l'avant-dernier livre. D'accord. Qui a été épuisé tout de suite. Voilà, alors peut-être passer la parole au public si vous avez des... Oui. Oui, quand même, passer la parole c'est le public, on a quand même dit pas mal de choses, mais s'il y a des questions un peu... Pas hésiter, je sais que c'est toujours difficile, mais... C'est vrai que bon, le questionnement sur le travail réel, c'est un peu délicat, quoi, parce que... Mais... Si vous avez envie de parler après, c'est avec plaisir, on est là. Alors on n'a pas parlé de la beauté, la question de la beauté. Ah ben là, c'est essentiel. Oui, parce que c'est quand même essentiel aussi essentiel. Ça. Et à un moment tu dis, et effectivement je l'avais rappelé au vernissage, je sais pas si tu as dit à un moment, la beauté est une leçon de bonté. Oui. Je trouvais ça très bien, quoi. J'ai écrit ça, j'ai écrit pas mal de textes. Oui, parce que tu écris aussi. Il faut quand même aussi dire que tu écris aussi. Sur mon travail. Sur ton travail, oui. Sur l'esprit de mon travail. Oui, alors on trouve ça, si vous allez, c'est très intéressant, parce que si vous allez sur le net, vous tapez... oui, j'ai un petit site. Michel Dejean, donc il y a un petit site, et effectivement, c'est très bien fait parce qu'on a un défilement de peinture, et à chaque fois, on a tout un ensemble de petits textes comme ça, et qui sont, par rapport à la peinture, qui sont en fin de compte, des petites méditations, on va dire, sur la peinture. Et c'est là où je trouve ce genre de phrase, je trouvais très belle. La beauté est une leçon de bonté. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je pense que ça va ensemble. Parce que quelqu'un qui n'est pas bon ne peut pas créer de la beauté. On a tellement devant les yeux des gens qui sont horribles, hein, qui détruisent l'esprit, qui détruisent les gens, qui travaillent que pour eux. C'est terrible ce qu'on subit en ce moment. Ouais. Alors ces gens, je pense, ne sont pas capables de voir la beauté. Parce que s'ils étaient très sensibles à la beauté, ils ne feraient pas ça, quoi. Je pense que la beauté et la bonté, ça va ensemble. Oui, c'est ça. C'est de l'ordre du don, quand même. Oui, c'est ça. Du partage, ça. De l'écoute de l'autre, enfin, tout ça. Ouais. Ouais. Et puis la beauté, bon, il y a une artiste américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Agnès Martin, qui a peint des choses très, très minimales aussi. C'est une des femmes les plus chères aux États-Unis. Elle est décédée là à 90 ans. Et elle disait, si tu peux t'asseoir sur une pierre et regarder la mer quelque temps, eh bien si tu te mets devant mes peintures, tu pourras les comprendre. C'est la même chose. C'est cette idée de regarder la beauté de la nature et de la vivre et d'adhérer. Et d'adhérer, oui. Je pense que c'est ce que je souhaite à mon travail. Après, je pense que la définition de ce terme, la beauté, elle est multiple. Oui. Et on a tous un peu une sorte de définition très personnelle. Et il faut aussi l'accepter, justement. Et je pense que c'est important parce que il peut y avoir du coup des perceptions totalement différentes. Et la beauté, c'est quelque chose qui permet peut-être justement d'appréhender d'autres choses, d'autres éléments, d'autres façons
pour s'approcher de quelque chose qui serait un peu comme une sorte d'idéal. Et en même temps, on est confronté justement à ce problème. C'est, est-ce qu'il y a un idéal? Et chacun a son regard personnel sur la beauté. Tout à fait. Et du coup, il y a des choses possibles, il y a des rencontres possibles. Il y en a qui se feront plus tard, ou peut-être ailleurs. Vous êtes certainement sensible à d'autres choses que moi, voilà. Mais je suis aussi sensible à des choses qui sont très figuratives. Je pense à Giotto, par exemple, ou Cimabue en ce moment. C'est religieux, c'est pas trop mon truc, mais franchement, c'est des œuvres absolument magnifiques. Un travail sur la lumière et tout ça. On sent la beauté qui revient, qui sort de la peinture. Ouais. C'est super. Ouais. Et effectivement, par exemple, j'avais noté, toi, j'avais noté que ce qui t'intéressait, c'était par exemple le travail de l'entre-deux. Et c'est peut-être justement aussi là qu'on va chercher la beauté, c'est-à-dire on va pas forcément, on n'est pas forcément face à des choses qui relèvent de l'évidence. Et on va effectivement, et c'est quand tu crées des liens et quand tu assembles les choses et que tu amènes une chose avec l'autre, c'est dans l'entre-deux, souvent, quelquefois ces fissures que se trouvent. Et c'est parfois là qu'on a le plus d'inventions possibles ou d'expressions possibles, parce que là on peut oser, en quelque sorte. Oui, c'est ça. On n'a pas tout le poids de l'histoire de l'art au-dessus de nous. Voilà, effectivement. Oui, c'est ça. Le poids de l'histoire de l'art est tellement vaste. C'est tellement vaste, ouais. Oui, parce qu'après tout, on peut se poser... Moi, je me pose souvent la question, je me retrouve dans mon atelier, je me pose souvent la question, de dire, mais après tout, pourquoi ajouter, quoi? Alors, ajouter une image, c'est même pas la peine, on en a parlé, aucun intérêt. Mais on pourrait aussi dire pourquoi ajouter encore une écriture, parce qu'il y a déjà eu l'écriture pariétale, et puis depuis, il y en a eu des écritures. Et alors pourquoi ajouter? Voilà, on peut se poser la question. Et comment je me situe par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Et c'est surtout quoi faire de personnel aussi. Oui, parce qu'on a envie d'apporter ce qu'on est. Voilà. Oui, parce qu'on est chacun une écriture. J'ai horreur de faire des choses qui sont vendables, quelque part. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui fabriquent des choses. Ça relève presque de l'industrie pour certains. Oui, parce que par exemple, je regardais, je m'intéressais aux ateliers d'artistes, j'avais fait une petite conférence dans un EHPAD et tout ça sur les ateliers d'artistes. Et puis j'ai terminé sur l'atelier de Jeff Koons. Et effectivement, l'atelier de Jeff Koons, quand on voit l'atelier de Jeff Koons, les gens qui viennent travailler chez Jeff Koons, ils sont 17, 18, quelquefois 24. Oui. Ils ont une pointeuse. Ils viennent le matin à 8h et ils pointent. Ils ont leur tâche définie et ils ont une demi-heure pour manger à midi. Et puis le soir, ils mettent leur carte et ils sortent. Et ils ont bossé, quoi. Donc on est de nouveau dans une dimension d'atelier, mais de type industriel, où Jeff Koons, lui, dit alors sur la peinture, ils font presque de la peinture au numéro, quoi. Oui, bien sûr. Alors là, je prévois ça, voilà la maquette, attends, on les voit travailler, leur maquette. Là, sur le numéro 4, vous aurez un jaune, un jaune d'or, là, vous remettrez un rouge vermillon, là, vous mettrez un machin. Donc, ils sont en train de peindre comme ça. Et les sculptures sont faites dans une entreprise. Dans une entreprise, les fameuses à la main. Les fameuses dogs en alu, là, tout ça. Les petits chiens, là, gonflables. C'est de l'inox fait à la main, c'est un super boulot. Oui. Ça fait 8 mètres de haut quand même. C'est des entreprises qui font. Lui, il fait un petit dessin. Ouais, c'est gigantesque. Et après, il y a une 20 ou 30 personnes qui travaillent pour lui. Plus les galeries, plus les marchands, plus les installations qu'il fait dans le monde entier. Tout ça, Oui, ça relève de l'entreprise d'art. C'est du business. L'entreprise. Alors, est-ce que ces petits chiens, Voilà. Mais voilà. Pourquoi pas Il a fait un bras avec des fleurs. Oui. Voilà. Pourquoi pas, mais c'est
pour moi, c'est très limité, quoi. Oui, c'est ça. C'est quand même toujours branché sur le rapport avec l'argent. Là, la question de la bonté, là, c'est déjà un petit peu, peut-être un peu loin. La beauté et la bonté, voilà. sont un peu dérivées. Je voulais poser une question, parce que vous avez parlé de Cimabue, qui est figuratif, mais au début de votre discours, vous disiez, ah non, mais au fond, représenter les choses, la nature, Cimabue, il représente l'être humain, et puis surtout le Christ en croix, quoi. Voilà. Mais au fond, vous disiez, ben, vaut mieux laisser la nature en paix, au fond. Enfin, ce que vous disiez, parce que finalement, on ne fera jamais mieux. Mais exactement. Cimabue, il fait quoi, ou Giotto? Mais pour vous, parce qu'il y a une espèce de désaccord entre... Oui, je sais. Vous avez raison. Pourquoi j'aime cette figuration? Déjà, il y a le regard parce que qui est intermédiaire. Le regard par rapport à l'existence même de la nature et ce qu'on en fait. Et il y a le regard, et ensuite il y a l'interprétation. Et là, l'interprétation, moi je le mettrais au pluriel, à l'infini même, presque au nombre de personnes qui existent sur Terre. Moi je ne ferais pas ça. Je ne pourrais pas peindre des Christ ou même des femmes, parce que les femmes sont tellement belles que je serais nul pour... Non, mais quelque part, dans mon esprit, ça n'a aucun intérêt que moi je fasse des dessins, d'essayer de faire Ingres l'a fait bien. Après, moi, par exemple... Mais Giotto, c'est spirituel. Voilà. Alors, ça sort par exemple, de la représentation Giotto, moi j'ai en mémoire, par exemple, Saint François et les oiseaux, c'est Giotto. Alors, moi, je ne suis pas branché Saint-François d'Assise, je suis pas, même si je suis chrétien, je ne suis pas branché. Mais quand je vois cette toile de Giotto, elle est fascinante, parce qu'elle est fascinante déjà dans sa pureté, parce qu'on sort de la peinture byzantine, donc on n'est plus sur le fond or, mais il y a très peu de choses dans le fond, et on voit Saint-François. Et on voit Saint-François en train de nourrir ces oiseaux, les petits oiseaux. Là. Mais il se passe quelque chose de complètement mystique, complètement spirituel, au-delà de la religion même. Et cette toile, moi, elle m'apporte beaucoup de choses quand je vois ça. Je me rappelle aussi, par exemple, d'être à Sienne et de visiter une expo. Il y avait une expo magnifique à Sienne, et ils avaient regroupé des Madonna del Latte. Donc on ne voyait que des femmes en train d'allaiter Jésus. Mais c'était une expo extraordinaire, quoi. Extraordinaire, parce que il se passe... Parce que, moi, je trouve ça extraordinaire de parler de Jésus comme un véritable enfant qui a besoin de lait. Ça, et pas simplement le Jésus qui est sur la croix, qui peut dans notre jeunesse, quand on a une culture religieuse, aussi nous marquer fortement. Mais là, de voir comment on a traité cet allaitement à chaque fois différemment, et de voir toute l'énergie qui passait dans chaque toile avec des enfants, avec des Jésus différents, des vierges différentes et tout ça, et toute cette énergie qui se dégage de ces peintures, en tout cas, moi, elles me nourrissent. Mais je ne peindrai jamais Madonna del Latte, ça c'est sûr. On est dans le problème de Raphaël. Le portrait de Raphaël qui a trouvé une peinture qui a créé une nouvelle façon de peindre, presque transparente. Voilà, c'est ça. La beauté de la chair et tout. C'est vraiment poser le problème de la réalité. Donc c'est l'interprétation d'une réalité, c'est les moyens techniques, c'est le rapport à l'image. L'image qui va être proposée avec une technique de peinture ou qui nécessite de la transparence, comme l'aquarelle, parce qu'on considère que de parler de quelque chose, d'un rêve par exemple, si on le fait à l'huile avec de l'épaisseur, on sera moins dans l'idée du rêve et de quelque chose qui flotte. Et donc il y a tous ces éléments qui vont se conjuguer avec ça, plus les mots qu'on peut employer quand on fait quelque chose, même si c'est inconscient que ça reste en silence dans nos têtes, mais aussi les mots qu'on va dire par la suite, et les mots que disent les autres,
par rapport à une œuvre. Ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à des œuvres anciennes qui correspondaient à une optique de l'époque, de cette génération, de cette époque historique, c'est totalement différent d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a une amplitude, on a une ouverture de techniques, de possibilités de s'exprimer. Ça ne simplifie pas les choses. Ça ne règle pas non plus les problèmes, on va dire, techniques de représentation. Parce qu'il y a énormément d'artistes qui aimeraient pouvoir exprimer quelque chose qui n'y arrivent pas comme ils veulent, et où c'est jamais ça, et où ça pose des problèmes. Et le spectateur, parce que quand on fait nous quelque chose, mais rien qu'un petit trait, où on écrit un mot sur une feuille de papier, si je le fais là à la main gauche, si je vous demande de faire... On a chaque fois une écriture différente parce qu'on a déjà une façon différente de toucher l'objet qui écrit. Quand on écrit dans l'air, c'est pas pareil. Hein. Là, je prends la main droite parce que j'ai plus de facilité. Et puis là, j'étais tendue. Là, c'est pareil. Si ça se trouve, si vous me demandez d'écrire là maintenant, même si je peux écrire à la limite de la main gauche, ça va être raide. Si je le fais de la main droite, ça va être ouf. Les protestants. Ça fait partie effectivement des éléments qui peuvent jouer dans la culture, dans l'approche, dans le regard, dans les souvenirs de ce qu'on nous a dit, voire inculqué. Tout ça, c'est sur nos bagages personnels. Et heureusement que parfois, ces bagages-là peuvent s'exprimer, peuvent s'ouvrir et révéler des choses. Oui, la vision personnelle de l'idéal, de ce qu'on aimerait en tant qu'artiste faire. On a une vision, on n'arrive jamais à ce qu'on veut faire. Mais je pense qu'il faut serrer les problèmes. Pour ma part, je regarde la peinture figurative, ancienne surtout, parce qu'il y a une espèce de lumière dedans, une espèce de... voilà. Maintenant, avec l'informatique, on peut refaire des choses incroyables. On peut transformer on peut faire des photos des visages et puis les transformer, on peut tricher, on peut beaucoup tricher. Mais ma question c'est, est-ce qu'une œuvre comme ça, faite des milliers d'exemplaires possibles, sur des écrans, est-ce que ça va remplacer la peinture? Je ne crois pas. Parce que la peinture, c'est la main et il y a du défaut. Oui. Et puis, il y a la matière, il y a le support. Ouais, puis c'est un long... Et on ne peut pas remplacer ce travail manuel par un travail technologique. Mais j'irai même plus loin, je ne sais même pas pourquoi on se pose la question. Oui, moi je me la pose, mais pour l'évacuer. Au contraire, ça permet aussi de comprendre que toutes les interprétations, tous les regards sont différents, et même pour une même personne, on peut avoir un regard totalement différent à un moment donné par rapport à un autre. Et ça peut aller très vite. Et puis à force de regarder, de répéter toujours le regard sur une même image, sur un même objet, on apprend. Ou on désapprend parfois. Mais il y a aussi parfois, il y a des gens qui ne pourront jamais comprendre certaines choses. J'en suis conscient. Oui. Hein? C'est sûr qu'on a envie de partager le plus possible, mais voilà. c'est pas possible. Là, on a vu l'expo de Riemann, qui est à Paris, à l'Orangerie, il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Hein. On ne l'avait jamais montré en France, Riemann. Il est mort, ils ont fait cette expo. Et c'est que des toiles blanches, ou des supports différents. C'était une expo à l'Orangerie blanche, quoi. Hein. Pas énorme. Et ça a eu un succès fabuleux. Et il y avait des gens là, de toute nationalité, avec des gamins.
Et ce qui m'a étonné, c'est que tout le monde était très attentif et silencieux. Parce que cette peinture allait vers ça. Ouais. La peinture de Rothko aussi, quand on visitait les dernières expos de Rothko à Paris, chez Vuitton, c'était assez extraordinaire. Effectivement, la qualité de silence. Et c'est Poliakov qui disait ça. Je crois que Poliakov disait, il jugeait qu'une peinture était bonne à sa qualité de silence. Et je trouve que c'est assez intéressant comme propos. Voilà. Mais attention, il ne faut pas croire, parce qu'il y a des succès, que les gens ont compris. Tout à fait. Il y a ça aussi. Donc, que pourquoi il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'art? Parce que ça fait partie de la culture et de la mode. Apparaître très culturé, c'est un marqueur social. Se connaître. Et en même temps... Donc, attention, hein, oui. Parce que tout le monde... je ne crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui le comprend. Hein. Oui, c'est très spirituel quelque part. Parce qu'il est très cher, il est très réputé. Il y a des phénomènes de mode aussi comme ça. Et après, ils vont dire, mais j'ai vu Rothko. Voilà. Voilà. Du coup, ça fait partie des nécessités de voir... Alors, il y a ce phénomène, attention, ce phénomène en ce moment, oui, avec les gens, les milliardaires, là, qui ont possibilité d'avoir... Et alors... c'est sûr que ça devient un peu à la mode. Il faut aller voir ceci, cela. Est-ce que les gens ont compris? Pas toujours. Mais... En même temps, je me dis que quelque part, ça fait quand même partie de la diffusion. Et que quelque part, je trouve que c'est bien qu'il y ait le plus de monde possible qui... Je préfère là qu'autour ou dans un match de foot, quoi. Bon, voilà. Après, tout se défend. Après, tout se défend. Mais ce que vous dites sur le figuratif, tous les grands peintres, je ne pense pas qu'ils voulaient égaler la nature. Ils savent très bien, eux, les maîtres, que c'est impossible. Oui. Que c'est impossible. Oui, parce que sinon, ils n'auraient pas fait ces œuvres éblouissantes. Ils savaient qu'ils étaient petits. À côté il faut rester de ce qui est là où on est. Notre nature, tout à notre fait. environnement, ce qui est la création. Surtout qu'à l'époque, en pensant à l'époque de la Renaissance, il faut pas oublier que l'époque de la Renaissance, un peintre est un véritable intellectuel. C'est un scientifique, c'est un mathématicien, c'est un philosophe, c'est tout ça. Donc il a toute cette dimension-là. Et quand je vois Vinci, et quand on voit une toile de Vinci, effectivement, il y a tout Vinci derrière. Et c'est pas rien quand on voit l'Annonciation. Moi, je pourrais rester à genoux, là c'est très religieux, une vingtaine d'heures devant l'Annonciation, à ne regarder que toutes les fleurs. Parce que c'est fabuleux. Alors, il y a aussi l'aspect technique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a peu de personnes qui savaient tenir un pinceau et mélanger les couleurs. Il n'y avait aucune éducation, il n'y avait aucune connaissance de ce matériau. Non, et donc, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui, avec toute l'évolution des sociétés et des périodes, où on a intensifié un petit peu dans certains domaines les choses, et appris. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de lieux comme ici, où on a des petits qui apprennent à travailler la peinture, ou à tenir un crayon, ou à mélanger deux couleurs pour obtenir une nouvelle, alors que si on avait simplement dit ou lu, c'était complètement différent. Mais les ateliers comme ça n'existaient pas dans ces époques-là. Les exercices, l'éducation aussi, important, et c'est valable tous les domaines. Mais l'éducation est quelque chose qui a vraiment une ampleur aujourd'hui et qui a permis énormément de choses. Il y a une ouverture d'esprit qui n'existait peut-être pas. Évidemment des choses qu'on pourrait critiquer, mais c'est extrêmement important parce que les cours de peinture, les cours d'art, d'histoire de l'art du coup, les deux se complètent. Mais c'est quand même relativement récent.
Oui, à l'époque, les artistes, c'était où, là, Vinci, tous ces gens-là, ont créé leur atelier et ils enseignaient en même temps leur technique, et c'est comme ça que ça a évolué. Et là, il y avait des gens privilégiés qui, effectivement, pouvaient suivre ces moments-là. Si on regarde les gravures de Dürer, pour moi, c'est le sommet, Dürer, la gravure. Et Dürer a commencé à l'âge de 5, 6, 7 ans, 8 ans, chez son père, parce que son père, il était orfèvre, donc il travaillait les bijoux, le métal, tout ça, et cette minutie et ce travail de la matière, cuivre, métal, tout ça, il l'a eu déjà à 10 ans et il était dedans, quoi. Et ça, c'est un élément important qui fait comprendre beaucoup de choses. Après, il s'est instruit sur la gravure en voyageant. Et il est allé, notamment, il est venu à Colmar, voir, je ne sais plus le nom là, un artiste qui était très connu à l'époque, Schongauer. Et il est venu à pied, il a traversé toute l'Allemagne pour venir à pied. Il avait 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Et quand il est arrivé, Schongauer était mort, quoi. Et il est resté à Bâle et à Strasbourg quelques temps. Et il a fait, pour la Nef des Fous, il a fait quelques gravures pour la Nef des Fous. Mais c'était des voyageurs aussi, pour apprendre. À l'époque, le voyage du nord vers le sud, c'était quand même quelque chose. Fabuleux. Mais on le faisait aussi, il y avait un déplacement physique, donc qui était très en relation avec sa terre, avec la terre, quoi. Il fallait y aller physiquement, et ce voyage-là, c'était quand même un voyage philosophique avant d'arriver dans les ateliers, quoi. C'était quelque chose, quoi. Ça devait être quelque chose. Mais je crois que même si on a plein de possibilités de rencontres à travers le virtuel et tout ça, le fait de continuer à faire le voyage vers d'autres personnes, vers d'autres lieux de création, à travers aujourd'hui, par exemple, souvent la résidence, ça reste toujours une expérience incomparable, quoi. Je sais pas, aller faire une résidence au Japon ou dans n'importe quel autre pays africain, ou même une résidence en Corrèze, c'est aussi une résidence, hein, après tout, et pourquoi pas. C'est à chaque fois quelque chose, et quand on développe des choses comme ça aujourd'hui, c'est très bien. Et puis même dans des endroits très proches, on apprend aussi aujourd'hui à regarder un petit peu plus le quartier d'à côté, ou la rue voisine, ou la maison d'à côté. Tiens, j'avais pas fait attention, mais il y a une fenêtre là, elle est curieuse. Voilà, on apprend. Et ça, cette façon, le regard, ça aussi, c'est quelque chose qui a évolué énormément. Je sais pas, la façon dont on regarde. Sa façon de vivre, de voir. Et à la fois, c'est très personnel. Les goûts, c'est un mystère. Il y a eu effectivement un travail qui était fait sur l'éducation du regard à travers l'éducation. Et ça, c'est bien. Donc on s'en féliciter. Voilà. Moi, ce que je voulais poser comme question, c'est, je reviens à ce qu'il y a ici. Quelle est la genèse de cette exposition? Parce que c'est vrai que la mise en espace est une évidence. Et qui a eu cette idée? Comment elle vous est venue? Parce qu'en fin de compte, vous travaillez des choses différentes. Et puis finalement, on a l'impression que tout se relie là. Et je trouve que cette expo, elle paraît comme une évidence, mais à mon avis, elle vous a demandé à tous tout un travail. Et j'aimerais bien un petit peu savoir... Ancienne, oui. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres, mais, oui, on avait l'année d'avant, on avait fait une expo, pour la première fois tous les deux, au musée, dans un musée près de Strasbourg. Et ils nous ont demandé là-bas de faire... c'était pas une expo de couple. On était tous les deux invités à montrer notre peinture, mais ensemble, puisqu'on travaillait ensemble. C'était pas une expo de couple, comme là. On a montré notre peinture actuelle. Et on n'a pas montré des œuvres communes. On n'a pas montré des œuvres couples. Non. Parce que ça, c'est des œuvres couples. Ça, on les a fait en couple, et nous, on a fabriqué des œuvres couples. Sur l'idée du couple. Sur l'idée du couple. Voilà, ouais. Et ça, c'est parce que tu nous l'as demandé. Voilà, oui, parce qu'en fin de compte, c'est la proposition que j'ai faite. Quand j'ai rencontré Michel. On venait de faire une expo, tous les deux, dans un musée, mais c'était pas
Voilà, c'est dans ça, cette optique-là. Ouais. Et donc, quand je vous ai rencontré de nouveau, c'était à travers l'expo sur les ardoises. Je ne sais pas si vous vous rappelez, où Michel m'avait demandé de participer. Donc, c'est comme ça que on s'est revus. Et puis, on a retourné de nouveau dans l'atelier, on a vu les choses et tout ça. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas faire une expo à deux, quoi, en couple? Hein, c'est comme ça que c'est aussi belle que ça. Ça est sorti de mon couple. Ouais. J'ai dit, mais là, ça sera différent. Oui, voilà. On va faire, voilà, et c'est parti comme ça. On a cherché les œuvres anciennes, il n'y en a pas tellement, où on a travaillé tous les deux ensemble. Voilà. Et après, on a bâti chacun décliné quelques œuvres. L'idée du couple, voilà, c'est ça. Qui étaient déjà là d'ailleurs, pour moi. Oui. Et puis là aussi, ça c'est le yin. Cette sculpture, je l'ai depuis 20 ans. Je voulais la réaliser en très grand. C'est le yin et le yang, quoi, l'ouverture, la fermeture, le blanc, le noir, voilà. C'est très minimal, mais ça part de ça. C'est un couple indissociable, le yin et le yang. Voilà. En tout cas, donc, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci pour cette belle expo. Merci pour cet entretien. Merci pour l'accueil. J'espère que ça va avoir encore 2 semaines à vivre. En tout cas, on prend vraiment plaisir à être dans cette expo, être effectivement aussi au calme pour regarder les œuvres. Vraiment, on prend le temps. En tout cas, merci à vous deux. Voilà, au plaisir.